Bon, je pense qu'on peut commencer. Alors, rebonjour pour les derniers arrivés. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui d'une petite histoire sur Kanban et Scrum. Alors, Kanban et Scrum, évidemment, bon, c'est un sujet un petit peu courant pour ceux qui sont familiers avec l'agilité. Ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un mélange un petit peu différent de ce qu'on voit actuellement au niveau de Kanban et Scrum, où on peut parler de Scrumban et autres pratiques. Là, c'est une autre façon de mixer et de compléter les deux méthodes en utilisant la première pour préparer un produit et la deuxième pour la réalisation. Donc d'abord, un merci aux sponsors qui m'ont permis de faire la présentation aujourd'hui. Alors pour cette histoire de Kanban et Scrum, je vais vous parler un petit peu du leader des jeux en ligne. Alors le leader des jeux en ligne, pour ceux qui sont venus à pied, c'est pas très loin, il y a les panneaux à côté, hein. C'est une entreprise historique. Pour ceux qui vont acheter des cigarettes au café du coin, ils peuvent voir le logo. Ça existe depuis un petit moment. On a tendance à penser que ça parle de chevaux, que c'est un petit peu les papis qui remplissent leurs tickets dans le bar en discutant avec les potes. Il se trouve que c'est aussi quelque chose d'un peu plus complexe et d'un peu plus étendu, surtout suite à l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne en France. À savoir aujourd'hui, c'est multi-activités, donc c'est comparable à plusieurs boutiques e-commerce rassemblées autour d'un portail. Donc on parle de hippique, on parle de sport, on parle de poker. Et pour gérer toutes ces activités, effectivement, bon, l'ouverture à la concurrence, ça s'est fait très vite. Il faut penser à structurer, il faut penser à créer des applications qui peuvent répondre face aux concurrents, qui sont plus modernes, entre guillemets, qui ont des infrastructures plus adaptées, plus réactives pour les concurrents. Donc il y a eu un parti pris d'entamer une refonte de toutes ces applications en ligne pour permettre de fournir un meilleur service aux clients. Alors la première chose, c'est niveau complexité. Le projet, c'est pas du gâteau, hein, c'est pas un blog. Il y a énormément de transactions, énormément de clients, des activités de pic. Il y a une offre fonctionnelle qui est extrêmement riche par rapport à ce qu'on pourrait voir dans le e-commerce habituellement. Beaucoup de systèmes qui sont imbriqués, système d'information un petit peu vieillissant, hein, il a été conçu, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, moi non plus d'ailleurs, donc pas mal de choses à faire. Donc comment faire simplement les choses compliquées? Effectivement, depuis 2 ans, c'est une entreprise qui, pour ses développements internet, utilise les méthodes agiles et notamment Scrum. Donc comment aborder une refonte globale des applicatifs dans ce contexte qui effectivement paraît difficile. Alors on va voir un petit peu, on va commencer par les difficultés du contexte. Tout d'abord, qui dit entreprise avec une forte empreinte culturelle, dit de nombreux interlocuteurs, beaucoup de chefs, beaucoup de dirigeants, une hiérarchie compliquée, des départements qui sont quand même assez cloisonnés. Tout ça bien sûr assorti de processus plutôt lourds, de choses complexes. On l'a vu ce matin, hein, les processus, on en a parlé à la keynote de ce matin. C'est aussi le cas ici, c'est une entreprise qui souffre un peu du poids de ces processus, où les utilisateurs ont du mal à produire quelque chose d'efficace, du mal à être pragmatique, du mal aussi avec la communication. Les départements ont des difficultés à parler entre eux, à se comprendre, à fonctionner en mode partenaire plutôt qu'en mode client-fournisseur. On parle parfois de contrat entre le marketing et la technique en interne. Donc, pas mal de choses compliquées. Pour la refonte, on avait essentiellement 4 objectifs. Premier objectif, étant donné que le périmètre fonctionnel était énormément vaste, gérer les priorités. En effet, il faut savoir que c'est aussi une entreprise où le budget se situe au niveau de la DOSI et non du marketing, ce qui a pour effet un petit peu pervers d'abstraire la gestion des priorités du marketing, de donner son périmètre non trié à la DOSI, qui doit faire le ménage, trier, gérer elle-même les priorités. Donc là, dans le cadre d'une refonte, c'est trouver les fonctionnalités qui sont importantes, qu'est-ce qui a une grande valeur ajoutée, que faire en premier
que faire demain, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Maximiser aussi la non-réalisation des choses inutiles. Deuxième objectif, mieux communiquer. Quand on dit mieux communiquer, ça peut paraître simple. Il faut dire que les gens, ils ont qu'à se parler. Je vous rassure, c'est pas si simple que ça. Quand on vit avec 17 ans d'expérience, de mode de travail client-fournisseur à l'intérieur de l'entreprise, c'est important d'apprendre aux gens à communiquer. Tout ça, évidemment, c'est pas une refonte du SI. Il n'y a pas 10 ans pour la réaliser et la rater. Donc, il faut être productif. Il y a la concurrence qui est à côté. Ensuite, on a dit que c'est une entreprise qui utilisait Scrum pour ses développements informatiques. Il n'y a pas que des développements informatiques, il y a plusieurs départements. Donc un autre objectif, c'était effectivement d'introduire l'agilité au sein d'autres départements, comme le métier, le test, la production, les départements de gestion de projet, par exemple, aussi, qui considéraient que Scrum, c'était une autre méthode qui ne convenait pas toujours à la gestion de projets sérieux. Donc pour faire tout ça, bon, Scrum, pour ceux qui l'ont déjà mis en place, on sait que bon, ça exige des moyens, ça exige de l'investissement, ça exige aussi des sponsors qui sont assez forts au sein de l'entreprise et assez élevés pour mettre en place Scrum. Donc c'est pas si simple, et là il y avait une nécessité de démarrer le projet assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a choisi de faire pour initier ce projet? On aurait pu dire on fera du Scrum pour la réalisation, et en amont du projet, on fait un projet classique, on fait une étude d'opportunité, on réalise études, pré-études, études d'architecture, un gros dossier d'architecture, un pavé de spec. Ça n'allait pas être gagné pour créer des user stories en faisant ça. Et c'était pas la bonne voie vers la transition vers l'agilité. Donc on a choisi d'utiliser le Kanban. Le Kanban, pourquoi? Pour préparer notre projet qui serait réalisé en Scrum. Donc au sein de notre Kanban, on devait traiter 4 chantiers différents qui, vous allez le voir, ressemblent aux chantiers habituels qu'on a à traiter lors du démarrage d'un gros projet informatique. À savoir, définir les objectifs et la stratégie du produit, voir comment on peut intégrer ce nouveau produit Internet au sein d'un système d'information existant, comment on peut travailler avec ce système d'information, travailler avec ces cycles d'évolution qui sont, eux, pas agiles, 14 mois pour vous donner un ordre d'idée. On est loin de l'itération entre une semaine et 4 semaines. En termes de ressources, effectivement, il y avait une nécessité d'augmenter la capacité à faire des équipes de réalisation, donc des personnes à recruter, des Scrum Masters à recruter, des Product Owners, toutes ces personnes-là. Et enfin, tout au long de la réalisation du produit, continuer à évangéliser les personnes autour de l'agilité, à conduire le changement et à leur apprendre à réfléchir de manière un petit peu plus pragmatique et plus autour d'un produit qu'autour d'un projet. Comment ça se traduit dans notre tableau Kanban là? Parce que bon, ça a l'air sympa ce que je raconte, mais ça fait quoi en vrai? Donc en vrai, voilà le tableau Kanban qui a été créé. Alors on va retrouver à l'intérieur de ce tableau Kanban nos 4 objectifs. Donc le premier avec stratégie et produit, à qui on va attribuer les petits post-it bleus. Le deuxième avec l'intégration autour du système d'information avec les verts. Ressources et logistique avec les roses, et agilité, conduite du changement avec les jaunes. Alors on peut voir dans le tableau Kanban qu'on a des flux de travail qui sont différents selon ce qu'on va vouloir adresser. Effectivement, pour objectifs, stratégie et produits, on va plutôt penser à de la préparation d'ateliers, de la réalisation et une restitution pour communiquer avec le reste des intervenants du projet qui n'auraient pas participé aux ateliers. Pour le système d'information, c'est plutôt une analyse des systèmes existants, de ce qui existe, des projets en cours, et ensuite toujours des ateliers avec une restitution. Pour ce qui est ressources et logistique, c'est plutôt de la recherche de candidats, de la demande de matériel, de la demande de mise en place, avec ensuite des établissements de contrats, de prestataires, de recrutement de prestataires, et une mise en place et industrialisation par la suite. Et enfin, pour l'agilité conduite du changement, ben là, c'est plus simple. Hein. On prépare des ateliers et on les réalise. La communication restitution, elle se fait lors de l'atelier, puisque c'est là qu'on va travailler avec les intervenants du projet. Donc tous ces éléments-là sont introduits dans un backlog
au fur et à mesure qu'on va les découvrir, qu'on va découvrir notre besoin, ce qui est donc une notion d'agilité. On introduit déjà aussi la notion de backlog, hein. Notion de priorité, c'était quand même un des objectifs au sein de la réalisation du produit, apprendre à définir les priorités. Donc on va utiliser le Kanban ici déjà pour prioriser les tâches à faire, même si ce n'est pas encore sur les tâches de réalisation du produit. Ensuite, on va, grâce au Kanban, pouvoir rapidement visualiser les blocages et les goulots d'étranglement. Alors les blocages et les goulots d'étranglement ici dans le Kanban, ça nous permettra de visualiser les blocages qui sont plutôt d'ordre culturel, au niveau des approches, à quel endroit on va se bloquer dans le flux, quels sont les intervenants qui auront des problèmes à fonctionner de manière fluide, et de même, quels sont les types de tâches qui vont se bloquer et pourquoi en fait. Donc au niveau de ce Kanban, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter en plus? Oui. Vous voulez que je revienne? Oui. Oui. C'est l'équipe qui priorise. C'est l'équipe qui travaille sur le Kanban. Donc il y a des intervenants de toutes sortes qui vont prioriser autour du produit. Alors on a utilisé les sponsors. Évidemment, on implique aussi les gens qui seront destinés à devenir les futurs product owners pour leur apprendre à gérer les priorités. C'est un consensus. Exactement. C'est un consensus d'intervenants. Qu'est-ce qu'on a pu gagner là-dedans? Tout d'abord, la communication. Effectivement, on parlait tout à l'heure de problèmes de communication. On a mis une équipe devant ce tableau Kanban, une équipe multidisciplinaire avec du métier, de la technique, de la production, du testing, des architectes, des chefs de projet, des managers. Ce qui leur permet, chose nouvelle dans l'entreprise, de communiquer entre les départements, de communiquer entre les différents niveaux de hiérarchie dans l'entreprise. Deuxième chose, en termes de communication, ce Kanban, il est affiché, il est sur le mur, il est physique. C'est un radiateur d'information. On sait très bien ce qui se passe avec les mails envoyés en termes de reporting au manager. Si le mail fait plus d'une page et qu'il doit scroller, il ne lira pas. Ou il ne lira pas la suite. Et si jamais il le lit, ce ne sera jamais qu'une interprétation. Et ça ne sera pas un outil qui amènera à poser des questions. Au contraire, le Kanban, ça porte les gens à s'interroger un petit peu, à se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi cette tâche? À venir poser des questions aux intervenants. Et encore une fois, favoriser la communication. Ensuite, en termes de reporting, effectivement, bon, c'est pas tout, faut quand même rester productif, faut que ce projet il avance un petit peu. Au sein du Kanban, en général, qu'est-ce qui se passe dans un projet classique? On va vous demander un comité de direction, un comité projet, faire du reporting pour les chefs, un executive summary. Bon, c'est quelque chose qui prend du temps, qui en soi, si on le prend tout seul, n'a pas de valeur ajoutée sur le projet. Donc là, on va utiliser directement le tableau de Kanban pour présenter les éléments que souhaite avoir un manager. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été terminé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui bloque? En gros, ce sont les éléments qui sont demandés au niveau du reporting management. Là, on les a directement issus du tableau Kanban. Donc, c'est un avantage. Le reporting ne devient pas une activité supplémentaire. Autre élément de reporting qu'on peut sortir du tableau Kanban de manière assez naturelle, c'est le focus. En effet, on a vu qu'on avait des couleurs de post-it tout à l'heure qui étaient liées à chaque type d'activité. On peut voir sur quel type d'activité l'équipe se concentre. Si aujourd'hui on est plus en train de traiter les objectifs du projet, la stratégie produit, si on est plus en train de s'occuper du système d'information et de son intégration, si on est plus en train de recruter des personnes ou de travailler sur l'agilité. Ensuite, l'élément préféré des managers, encore une fois, l'avancement. Comment ça se passe? Alors effectivement, là, c'est un tableau qui peut paraître un peu nouveau, pas tout à fait naturel pour un manager habitué à des pourcentages d'avancement. L'avantage par rapport à un pourcentage d'avancement, c'est que c'est pas du pipeau. Pourcentage d'avancement, c'est un pourcentage d'avancement par rapport à quoi? Le périmètre il évolue. On le voit ici, hein, en nombre d'histoires, on avait à peu près
34 tâches à faire au début, on voit qu'à la sortie, on tourne plutôt autour des 40. Alors avec un pourcentage d'avancement, on fait comment là? On a un pourcentage d'avancement qui avance et qui recule? Ça ne marche pas. L'avantage du diagramme de flux cumulé, ça permet effectivement de visualiser ce qui a été ajouté dans l'ensemble des tâches à faire, de visualiser ce qui a été réalisé, et aussi de visualiser qu'on a toujours un nombre régulier de tâches en cours, c'est-à-dire qu'on n'empile pas, on ne s'engorge pas et on ne se tourne pas les pouces non plus. Donc c'est un indicateur qui est assez parlant, qui est naturellement issu des tableaux Kanban en fait. Deuxième métrique, un peu plus compliqué, mais pour la productivité, pour ceux qui travaillent déjà en Kanban, effectivement, on mesure le lead time. Le lead time, c'est-à-dire le nombre de jours nécessaires pour passer une histoire de démarrer jusqu'à terminer. Donc on va essayer d'améliorer ce lead time. Deuxième chose, on va mesurer le nombre de jours pendant lequel on dépasse un limitateur dans un flux. C'est-à-dire que si on avait prévu une colonne, par exemple atelier, qui était limitée à 2, on va peut-être avoir atelier en cours de limitateur 2, on va peut-être avoir 3 éléments à l'intérieur, et ça pendant X jours. Alors ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter soit parce que ça crée un engorgement. Imaginez qu'il n'y a qu'une personne qui réalise l'atelier. Si elle doit en préparer 3, 4, elle va être un peu saturée, elle n'y arrivera plus. Soit les ateliers vont perdre en qualité, soit les ateliers ne seront pas réalisés ou réalisés plus tard. Donc là aussi, on a essayé de travailler pour que les processus soient plus fluides et que les gens travaillent de manière collaborative, de manière plus fluide. Et enfin, les blocages. Pareil, alors on peut voir justement au début, je ne vous ai pas fabriqué le graphique pour faire plaisir ni pour l'Agile Tour, c'est un graphique qui est un petit peu représentatif de ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire qu'au début, quand il y avait des tâches qui étaient bloquées, elles restaient bloquées très longtemps. Parce que il y avait historiquement des problèmes de communication, des problèmes de processus. Et donc là, il a fallu travailler plus sur les processus, la communication entre les interlocuteurs, la compréhension du métier des interlocuteurs vis-à-vis de celui des autres, pour pouvoir débloquer rapidement des tâches et identifier la nécessité de débloquer les tâches. Donc c'est un graphique pas évident au premier abord, mais qui peut être très utile et très efficace. Bon, une fois qu'on a fait notre petit Kanban, on a préparé notre projet, ça a bien marché, c'était sympa. La suite, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? On avait dit qu'on faisait du Scrum. Donc, on a démarré le premier sprint. Démarrer le premier sprint en Scrum, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils, d'artefacts avec le product backlog, les burn-down charts, les mesures de vélocité, beaucoup de choses pour l'équipe. Le taskboard où ils visualisent leurs tâches, où ils peuvent faire avancer leurs tâches à l'intérieur du tableau Scrum, beaucoup de choses pour l'équipe. Mais on peut s'apercevoir parfois que, surtout dans les gros projets qui impliquent beaucoup d'utilisateurs externes ou qui ont beaucoup d'impediments, qu'il y a deux parents pauvres qui n'ont pas grand-chose pour gérer leur activité. C'est le product owner qui doit travailler sur le grooming du backlog. Lui doit continuer à alimenter le backlog. Et comment il s'organise? Comme il veut en fait. Il n'y a pas... Scrum ne dicte pas de technique de grooming du backlog ou de méthode, ou donne pas vraiment de bonnes pratiques pour le grooming du backlog au product owner. Idem pour le Scrum Master qui se prend des post-it impediments qu'il doit résoudre. Il fait comment pour suivre ces impediments, pour le communiquer à l'extérieur, pour travailler avec les autres personnes, comme il veut aussi. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on avait un bon outil qui avait marché pour la préparation du projet, qui était le Kanban. Donc, on a repris notre tableau, on a pris l'effaceur, on a effacé certaines colonnes, et on les a adaptées à la phase de réalisation du projet. Donc, avec une ligne pour le product owner, qui concerne le grooming du backlog, donc avec ces types d'activités qui ressemblent donc à la collecte du besoin, l'écriture des user stories et la priorisation, qui lui permettra de travailler en flux continu et d'alimenter le backlog de manière continue. Ensuite, pour le système d'information, il ne faut pas oublier qu'il y a une armée d'architectes, en gros SI avec du mainframe derrière, qui veulent avoir de l'information, qui font leur projet un peu dans leur coin. Là aussi, il faut arriver à se raccrocher. Donc pour eux, ils vont
continuer à pouvoir étudier l'architecture qui est en train d'être développée, à pouvoir fournir des inputs, vice-versa pour l'équipe de développement qui pourra avoir l'information, et continuer à échanger pour l'intégration avec le système d'information. Et enfin, pour notre ami Scrum Master, lui aussi, il a des blocages. Donc l'idée, c'est analyser, prioriser les blocages et voir comment les résoudre. Donc notre tableau qu'on avait initialement utilisé pour préparer notre produit et pour faire le setup, on va continuer à le garder pour la phase de réalisation du projet. Alors pourquoi on va continuer aussi à le garder? Parce que ne pas oublier que c'est un outil de communication aussi vers l'extérieur. Il y a beaucoup d'intervenants, la famille Chicken dans les Pigs et les Chicken, c'est-à-dire ceux qui viennent au Daily Scrum, qui ne parlent pas nécessairement au Daily Scrum parce qu'ils sont concernés mais pas impliqués. Pour ces gens-là, ils aimeraient bien aussi participer au projet parce qu'ils ont des inputs importants à faire, ils sont stakeholders sur certains éléments, ce sont des personnes qui doivent intervenir dans le projet. Ces personnes-là pourront utiliser le Kanban et retrouveront leur rôle dans le Kanban et n'auront pas l'impression de se retrouver complètement à l'extérieur d'une équipe de réalisation qui travaille en Scrum. Comme résultat, qu'est-ce que ça a pu apporter au niveau entreprise et sur la gestion du projet par rapport à un projet classique? Tout d'abord, visibilité. On a parlé ce matin, transparence. C'est-à-dire que là, on ne va pas masquer, on ne va pas réserver une information à un comité de direction ou à un comité projet. Tout ce qui a été réalisé, tout ce qui est en cours dans le projet, les blocages, ils sont visibles par tout le monde. Donc le fait qu'ils soient visibles par tout le monde, ça donne une meilleure confiance dans le projet. On a moins l'impression qu'il y a des informations qui sont dissimulées, tout le monde peut voir ce qui se passe. Ensuite, en termes d'implication des intervenants, pour les intervenants projet, les personnes se retrouvaient dans le Kanban. Voyez que effectivement, c'était pas une personne qui faisait quelque chose et une personne avec un rôle très limité, puisque quand le flux Kanban se bloque, il faut que tout le monde vienne aider. Donc tout le monde est impliqué autour du produit et pas impliqué dans sa fiche de mission. Là, il y a un avantage certain de comprendre l'intérêt qu'on a à s'impliquer dans un produit et pas seulement faire son boulot. Ensuite, au niveau communication, on a déjà introduit avec le Kanban le daily meeting. Le daily meeting, c'est un point d'échange où les gens forcément se parlent, échangent entre eux, disent ce qu'ils ont fait hier, ce qui les gêne dans leur travail et ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Donc on a déjà introduit cet aspect communication de l'agilité à l'intérieur. En termes de productivité, on a recherché l'efficacité. C'était le but du flux Kanban, c'était de rechercher la fluidité et l'efficacité. Donc effectivement, on a une productivité accrue. Encore un petit élément, c'est la bonne surprise, c'est qu'on avait un outil qu'on avait décidé d'utiliser pour la préparation du produit. On a retrouvé un outil qu'on peut continuer à utiliser pour la réalisation du produit et qui peut servir à d'autres personnes. Le plus important, pour terminer, c'est un projet agile dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas réservé l'agilité à la réalisation à une partie de l'entreprise. On a commencé l'agilité dès le départ avec du Kanban pour tout le monde. On n'a pas commencé par écrire des spécifications, on n'est pas passé par l'étude d'opportunité. Tous ces éléments, définition des objectifs, définition du scope, définition des priorités, tout ça a été défini dans un processus agile, itératif et incrémental. Ce qui fait que quand on a dû mettre en place la méthode, la partie Scrum pour la réalisation, ça a été plus simple. Il y a eu moins de ruptures culturelles pour mettre en place du Scrum que si on avait directement commencé comme ça, avec des cérémonies, des démos, des rétrospectives. Le Kanban avait introduit plus en douceur une partie de ces éléments-là qui ont permis de mieux introduire Scrum. Donc voilà, pour la petite histoire du PMU. Je vous ai laissé volontairement un petit peu de temps pour poser vos questions, parce que je suis certain que vous en avez un petit peu. Donc, je vous laisse la parole.
Alors, bon, il faut savoir que l'agilité au PMU, donc bon, je l'ai dit, il fallait pas le dire, mais c'est à côté. C'est pas si simple. Ça a été introduit très rapidement, en considérant que le développement Internet n'est qu'une petite partie de l'activité, puisque la grosse activité c'est le point de vente, donc sans sponsor fort. Donc mettre en place le Kanban, ça n'a pas été si évident que ça. Ce qui est au niveau des équipes, ça s'est relativement passé rapidement au niveau des gens qui font. Maintenant, à partir du middle et au management, c'est quelque chose de plus compliqué. Ils ont une approche très traditionnelle, ils ont un retour d'expérience sur les méthodes agiles de 2 ans, ils savent que ça marche. Ils ont toujours des difficultés à intégrer ça. Mais en soi, c'est quelque chose qui est plus lié à l'activité de développement Internet, qui est considéré comme ludique, hein, à la limite, même si c'est quelque chose qui fait quand même un chiffre d'affaires certain par rapport à de l'activité mainframe. C'est plutôt lié à la culture, donc je dirais pas que c'est pour être honnête, je dirais pas que c'est complètement assimilé, et je dirais pas que dans cette entreprise, si on les laisse tout seuls, c'est de nouveau la méthode qu'ils choisiront, même s'ils sont persuadés qu'elle fonctionne. Alors, au niveau des intervenants directs sur le projet, ils n'ont pas du tout été réticents à l'utilisation de cette méthode-là, parce que, pour une bonne raison, ils croulaient sous les processus. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience que ceux qu'ils utilisaient avaient des difficultés à fonctionner, étaient très longs. Donc, quelque chose de nouveau, c'est plus que l'effet Kanban, c'est plus l'effet nouveauté, on va changer, qui a permis d'apporter un enthousiasme et une adhésion au processus. Alors, au départ, l'aventure agile, en fait, ils étaient un peu forcés pour cette refonte, puisqu'ils avaient une équipe de développement Internet qui a été mise en place dans l'agilité, qui utilise exclusivement Scrum aujourd'hui, qui sont des personnes qui sont très compétentes. De nombreux développeurs sont certifiés Scrum Master, sont enthousiastes vis-à-vis de l'agilité. C'est une équipe qui est habituée à être autogérée, une équipe de, entre guillemets, mais dans le bon sens, tête de mule. Ils refuseraient de développer et de travailler dans une autre méthode. Donc de toute façon, là, je pense qu'au niveau au management, c'était un petit peu forcé d'utiliser cette méthode. Mais en soi, avec de bons résultats. Donc, alors, le Kanban, d'autant que je sache, hein, à moins que n'impose pas d'itération. En Kanban, on n'a pas d'itération, même si on utilise le Kanban pour développer un produit. C'est une méthode où on va délivrer à la demande en Kanban. L'itération ne fait pas partie de la méthode Kanban. Kanban consiste plus à visualiser la façon de travailler et introduire le concept de pooling value, c'est-à-dire tirer les fonctionnalités vers la fin pour obtenir un flux continu. Alors que Scrum, lui, il a vraiment le concept de time box et de délivrer un produit qui fonctionne à intervalles réguliers. Oui. Non, le Kanban, on peut l'utiliser aussi bien que Scrum sur des projets qui démarrent comme sur des projets qui évoluent. La différence, alors effectivement, il y a d'autres approches qui sont les approches du Scrumban, comme le pousse énormément mon confrère Claude Aubry, qui consiste à utiliser un tableau Scrum et à y introduire des limitateurs Kanban. Alors, on peut penser qu'effectivement, on a un flux qui correspond à Scrum, on va y poser des limitateurs Kanban qui vont limiter le nombre d'éléments en cours
pour réduire le work in progress et être plus fluide. Maintenant, le Kanban sait faire quelque chose, que sait faire des choses que Scrum ne sait pas faire et vice-versa. C'est-à-dire que dans le Kanban, on peut avoir des rôles spécialisés, alors qu'en Scrum, on va privilégier une équipe multidisciplinaire. Il peut y avoir des spécialistes à l'intérieur d'un flux Kanban sur certaines colonnes, alors qu'en Scrum, on va essayer d'avoir une équipe homogène qui est pluridisciplinaire. En Kanban, on va pouvoir traiter, comme on l'a vu là, différents types d'activités sur un même tableau. En Scrum, c'est quand même le tableau d'une équipe qui a un type d'activité. Voilà un petit peu de différence. Après, pour les phases de projet, Kanban peut s'utiliser sur un setup, sur de la réalisation, sur n'importe quel type de projet, aussi bien que Scrum peut s'utiliser sur tout élément pouvant s'apparenter à un ensemble de moyens destinés à atteindre un objectif. Après, c'est qu'une question de structuration des équipes, de savoir ce qu'on veut, si on veut plutôt une delivery à intervalles réguliers ou plutôt un delivery on demand. Il y a beaucoup d'équipes aussi dans les travaux d'Henrik Knieberg où il a tendance à passer du Scrum qui est plus structuré. À partir d'un certain niveau de maturité, il passe aussi vers du Kanban qui permet plus de souplesse mais qui demande quand même une certaine maturité, certaine structure des équipes dans l'agilité. Alors, ouais, alors justement, dans ce cadre spécifique, hein, on a créé cette colonne sans justement créer les lignes horizontales. Pourquoi? Parce qu'on avait des gens qui à la base ne se parlaient pas, ne communiquaient pas, étaient vraiment trop spécialisés. Donc ce qu'on a souhaité, c'était les déspécialiser, c'est-à-dire leur montrer que effectivement, s'ils s'occupaient que de ces petits papiers bleus, ben, à un moment donné, les autres personnes du projet pouvaient être bloquées. Parce que lui, il s'occupe que de ces petits papiers bleus et il vient pas s'impliquer dans ce que font les autres. Donc on a essayé de déspécialiser un petit peu les personnes, toujours dans l'optique d'utiliser Scrum plus tard. Si on était resté dans du Kanban avec des rôles vraiment spécialistes et qu'on n'avait pas souhaité favoriser cette communication, effectivement, on aurait séparé les lignes. On a un petit peu forcé les choses en le faisant exprès, en disant, ben voilà, on va tous les mélanger dans la colonne de priorisation pour les forcer à se parler un peu et à avoir plus un produit que voir leur métier. Ça a mis un peu ça a mis un peu de temps, mais ça a effectivement favorisé énormément la compréhension des problèmes des uns envers les autres et des attentes de chacun aussi. C'est-à-dire que effectivement le métier a quand même compris que sans base technique, sans prototype, puisqu'à un moment donné on avait intégration SI et prototype, que sans prototype, il fallait pas se lancer dans une expression de besoin. Vice versa, il a été compris aussi qu'il était inutile de faire un prototype sans besoin. Un prototype sur du vide, c'est pas, enfin, l'époque où la technique dictait le métier, elle est révolue un petit peu. Donc ça a permis d'améliorer la compréhension dans ce sens-là. Ça a permis aussi de travailler notamment pour le métier sur les jeux de test. Qui, dans un univers classique, il y en a un qui est plutôt en début de chaîne et l'autre qui est plutôt en bout de chaîne avec le testing. Là, bon, on parle de Scrum, on va parler d'ATDD, etc. Ça a permis aux personnes du métier de voir l'utilité du jeu de test, l'utilité du test à l'intérieur du produit. Donc c'est quelque chose qui a plutôt fonctionné, mais ça a été quand même long, je vous le cache pas. Il n'y avait pas de production puisque c'était un setup de produit et le produit n'est pas sorti en fait aujourd'hui. Donc effectivement, pour les problèmes de production, c'est pas là, mais on a une équipe qui aujourd'hui travaille sur des produits existants qui sont donc en production et qui ont un tableau Kanban dédié à la production en fait. Donc ça pourra venir enrichir ce tableau par la suite.
Alors, on a eu cette problématique d'éléments terminés, puis en fait, ah non, c'est pas terminé parce que effectivement, la définition of done, c'est pas idéal ou il manque quelque chose. Alors, au début, ça a posé un problème, hein, parce que les gens, ils avaient effectivement envie de faire reculer le post-it, de le remettre dans les colonnes en cours. On a travaillé sur le découpage. Sur le découpage des Kanban items, les découper de manière plus petite, pour être sûr que dans son unité, on arrive quand même à le terminer. Et s'il y avait des add-ons, des rajouts, on a rajouté un item. C'est un item modification, c'est un nouveau Kanban item en fait. Énormément. En fait, la principale difficulté, c'est un choix sans connaissance de ce qu'était l'agilité. C'est-à-dire qu'il y a une décision de mettre une équipe agile en place sans savoir ce qu'impliquait l'agilité, en pensant que l'agilité et Scrum étaient une méthode de production destinée aux usines à fabrique de développement, n'avait aucun impact sur les systèmes de planification, aucun impact sur le métier, aucun impact sur l'organisation. En clair, on nous a expliqué l'agilité c'est bien, mais ça reste dans l'équipe de développement Internet. Donc ça, c'était la difficulté. De faire comprendre que déjà le choix qui avait été fait ne portait pas sur une méthode de production et de réalisation, mais sur une méthode de conception, réalisation de produits qui ne comprenait pas de pratique d'ingénierie puisque c'était Scrum. D'expliquer que la planification en amont, puisque c'est quand même une entreprise qui ne jure que par la planification en amont et qui déclare un projet réussi s'il a un bon architecte et un bon chef de projet qui suit et contrôle les jalons. On est quand même loin de l'agilité, de leur faire comprendre que ce système de planification est un système qui a prouvé son dysfonctionnement aujourd'hui et qui ne fonctionne que dans de très rares cas, et que dans le cas spécifique de développement Internet dans un univers concurrentiel ne peut pas fonctionner. Là, c'est des difficultés culturelles. Les plus grosses difficultés, c'est d'ordre culturel, sponsor et confiance. C'est-à-dire que c'est aussi une entreprise qui développait exclusivement à l'extérieur depuis 15 ans, et sur un prestataire, on fait un forfait et on peut taper. Sur une équipe agile, c'est une relation de confiance. Ça, c'était difficile à assimiler. Alors, en tant que coach agile, je suis assez brutal. À savoir, en refusant en fait de se plier à la demande, c'est-à-dire une demande de reporting, une demande de planification en amont, c'est non, il n'y aura pas, et l'équipe s'engage à ce que ça marche. Donc ça a été un petit peu un bras de fer quand même. Mais ça a fonctionné parce que après la première réalisation est un succès, et ainsi de suite. Et c'est la succession de succès qui a fait que ça a fonctionné, mais on a commencé par un bras de fer. En disant vous avez choisi l'agilité, maintenant mettez-y les moyens. Ouais. Non, non. Non, non. L'équipe s'engage à dire qu'elle est la seule légitime pour évaluer l'effort nécessaire à la réalisation de son travail, la seule légitime à définir la façon dont elle va réaliser son produit, et suite à ça, effectivement, l'équipe s'engage sur le contenu du sprint et la qualité de ce qui va être réalisé. Donc, effectivement, c'était assez compliqué, hein, parce qu'on était dans un contexte de gestion de projet où c'était plutôt marketing ou le chef de projet qui dit à l'équipe eh ben, vous allez faire ça pour cette date. Là, non. Il a déjà fallu expliquer que dans la pyramide, périmètre coût délai, on ne jouait pas en même temps avec périmètre et avec délai sans changer les coûts et au détriment de la qualité, que ça n'existait plus. Et que dans cette mesure-là, soit on choisissait un périmètre, soit on choisissait un délai qu'il était nécessaire de prioriser, et là-dessus l'équipe pouvait s'engager.
Tout à fait. Alors c'est la question est, est-ce que sur un produit existant, on peut faire du Kanban, est-ce que c'est facile à mettre en place? Alors effectivement sur... Non. Alors dans le Kanban, c'est dans la méthode, dans ce qui est préconisé dans le Kanban, le sprint, c'est pas obligatoire. Enfin, comme toute méthode agile, il y a des choses qui sont préconisées dans la méthode qu'il faut respecter et qu'il faut éviter de changer à moins de vraiment le maîtriser avec une équipe mature. Mais après, rien n'interdit d'ajouter certains éléments. C'est-à-dire que oui, on pourrait penser à du Kanban en définissant une durée d'itération, mais ça n'a pas vraiment de sens dans le Kanban de rajouter une itération, parce que le but du Kanban, c'est justement d'améliorer son lead time et sa fluidité, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre lequel une user story entre dans démarrer et arrive à terminer. Donc, si on met artificiellement une itération sur un processus Kanban, il va falloir trouver autre chose pour améliorer le lead time, parce que ça me paraît un petit peu compliqué. En Kanban, alors la planification, on va reprendre la vélocité. La vélocité, c'est un indicateur. C'est pas une donnée figée de planification. Hein. C'est un indicateur qui est normalement pas à la destination du chef de projet, mais à la destination de l'équipe pour avoir une base de référence sur le périmètre qu'elle sera susceptible d'accepter dans la prochaine itération. Alors, utiliser la vélocité comme élément de planification, soit tout le monde le fait, mais il n'y a qu'à voir, il y a un article de Jim Smith là-dessus qui est assez violent, qui explique que c'est pas une bonne chose à faire. Alors sur le Kanban, effectivement, on va essayer d'avoir des items qui sont de taille égale. Ou à peu près égale, ou alors définir des classes d'items avec small, medium, L, XL. Et on arrive au bout d'un certain temps à connaître le lead time, c'est-à-dire la durée nécessaire entre la prise en compte d'un item et sa réalisation. Et grâce au lead time et à la taille de l'item, on arrive aussi à faire un petit peu une projection. Mais d'un niveau aussi valable que la vélocité. C'est pour ça qu'on va privilégier quand même toujours une bonne priorisation par rapport à la vélocité. Dire que faire les choses à la plus forte valeur ajoutée le plus rapidement possible, c'est ça qu'il faut aller chercher. Des techniques pour prioriser? Oui, bien sûr. Alors là, on sort un petit peu de la présentation. Alors, ce qu'on a fait justement dans une entreprise qui n'est pas habituée à gérer les priorités, on a utilisé des innovative games. On a utilisé une série d'innovative games avec notamment le plus important qui a été Buy a Feature, donc acheter ma fonctionnalité, qui a très bien fonctionné. C'est une technique parmi d'autres. Hein. Mais il y a plusieurs autres techniques, il y a des grilles de priorisation, il y a des choses un petit peu moins sympas qu'aller jouer au Monopoly avec les fonctionnalités. Mais pour une équipe qui n'est pas habituée à prioriser, par exemple, les innovative games, l'approche par le jeu, c'est pas mal. Il me reste à peine un peu de temps pour les questions, si vous voulez. 2 minutes, il me reste. Ah, tout à fait. Enfin, l'agilité, c'est pas une méthode, c'est une culture. C'est une approche culturelle. Donc, on ne peut pas à long terme mettre de l'agilité dans une entreprise sans changer les choses de bout en bout. La façon de travailler, la façon de réagir par rapport à un produit. Ce qu'on a trouvé aujourd'hui, qu'on commence à faire avec les équipes
métier, c'est remonter l'agilité dans le métier. Et aujourd'hui, les équipes métiers vont gérer des feature backlog, vont gérer le backlog comme un produit et travailler en Scrum. C'est-à-dire prendre une fonctionnalité au niveau, dans une itération, travailler sur sa priorité, son importance business, la détailler, créer les tests d'acceptance de manière à lui donner un bon niveau de priorité dans le backlog. Mais du coup, on a remonté encore l'agilité d'un niveau. Et effectivement, l'idéal, c'est d'avoir un manager qui pense comme ça, qui pense priorité et qui planifie d'abord par une notion de priorité et de valeur business qu'un manager qui travaille que par les dates.